Novembre 2015. C'est le cœur de l'automne. Le diocèse de Meaux et son évêché attendent l'hiver. Les champs de l'Ourcq sont en repos. Le crépuscule des couleurs s'abat sur les forêts et jardins. Tout respire la paix, bien loin de la brûlante actualité quotidienne. Alors que l'automne poursuit son œuvre, le temps du souvenir reprend ses droits. Pas celui de l'été, car l'automne l'a fait mourir, mais celui de l'histoire, en particulier celle de la Grande Guerre. La guerre de 1914-1918, qui ensanglanta toute l'Europe jusqu'à l'Orient. Celle où des millions d'hommes, de femmes, d'enfants firent l'expérience inédite de la souffrance. Depuis 2014 jusqu'en 2018, le centenaire de la Grande Guerre est et sera célébré dans tout le pays. Le diocèse de Meaux, sous l'impulsion de Monseigneur Jean-Yves Namias, évêque de Meaux, entend réhabiliter le souvenir des hommes et des femmes d'exception de notre ville, de notre diocèse, en particulier celui des religieux et religieuses, confrontés au plus terrible des cataclysmes, la guerre. La Grande Guerre a laissé des traces durables. Elle a frappé les esprits. Sur les places des villes, grandes ou petites, des stèles gravées sur des monuments, des alignements de noms, des vies de jeunes hommes, des destins de pères ou de maris fauchés à jamais par la guerre. Toutes les paroisses de Seine-et-Marne ont eu leur mort. Mort pour la France. Citation funèbre qui verra le jour en 1915. Innombrables stèles funéraires. En ce 10 novembre 2015, Monseigneur Jean-Yves Namias renouvelle cette démarche du souvenir, au sein même du collège Sainte-Marie de Meaux. Une plaque dédiée aux religieuses de Sainte-Marie, les sœurs Augustines, en souvenir de leur engagement sans faille auprès des blessés, alors que la bataille de la Marne faisait rage autour de la ville dès le 5 septembre 1914. La Grande Guerre fut celle de toutes les femmes. Et on sait moins que lorsque la France entra en guerre en août 1914, le gouvernement du président de la République Poincaré fit un appel solennel aux femmes dès le 7 août pour remplacer les hommes mobilisés en masse. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs semencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout, à l'action, à l'œuvre, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Le souffle patriotique et républicain inspiré aux civils allait très vite concerner la population de Meaux. Dès le premier mois du conflit, les armées françaises reculent devant l'avance allemande qui menace Paris dès le 24 août. Les éclaireurs allemands, les fameux cavaliers Uhlans, sont aperçus à Vared au début de septembre. Un sentiment de panique s'empare alors des Meldois. On craint les atrocités commises, dit-on, par les Allemands sur les civils. Des exécutions d'otages sont signalées dans les alentours. Meaux est par moments bombardé par l'artillerie allemande installée à Germigny-l'Évêque. Sainte-Marie n'est pas épargnée, car située trop près de l'axe ferroviaire. La ville est laissée à l'abandon par les autorités civiles. Son maire de l'époque, M. Georges Lugol, et son conseil municipal quittent Meaux face à l'avancée allemande. Paris a besoin de personnel administratif. Meaux sera-t-elle une ville sacrifiée ? Une ville martyre avec sa population isolée? Dans ce chaos, l'évêque de Meaux, Monseigneur Marbeau,
décide de mettre en place un comité des intérêts de la ville de Meaux pour assurer le ravitaillement et un service minimum de santé. Car les personnels de la Croix-Rouge ont été repliés dès le 1er septembre à Orléans. Lorsque la bataille de la Marne fait rage autour de Villeroy, de Barcy, les besoins sanitaires sont énormes. Le petit séminaire de Meaux devient dans ces conditions un hôpital de campagne improvisé. Les sœurs des Augustines organisent les premières chaînes de soins, c'est vital pour sauver les vies de ces soldats blessés au combat. Écoutons quelques témoignages des sœurs et de quelques rescapés, lus par les élèves de 3e jaune. Dès le mois d'août 1914, à la gare de Meaux, défilent les trains des hommes partant pour le front. L'évêque, Monseigneur Marbeau, leur apporte son soutien en distribuant des croix et des chapelets tricolores. Mais bientôt, ce sont les trains transportant les blessés vers les hôpitaux qui traversent la ville. Une infirmerie est créée à la gare pour ravitailler et panser ceux transportés dans les trains sanitaires. D'autres lieux ont accueilli dans l'urgence les premiers blessés de la bataille de la Marne, comme le petit séminaire de Sainte-Marie. Témoignage d'une sœur Augustine, jeune infirmière à Meaux, en septembre 1914. Oh, le premier contact avec la triste réalité. Vaincus? Étaient-ils des vaincus? Dans leur dénuement, leur pauvreté, leur faim, leur soif et leur souffrance, étagés sur leurs civières, ou vautrés comme des moutons à l'étable, sur la paille en litière, ou grelottant et ruisselant de pluie sur les wagons à bagages, les trucs découverts, déchirés, déguenillés, les uns sans veste, les uns sans chemise, les uns sans culotte, les pansements maculés de boue, collés à leur peau, collés aux draps de leurs capotes raidis par l'emploi sanglant, mutilés sans bras les uns, les autres sans jambes, entassés par 20, par 30. Durant toute la guerre, la communauté, composée d'une 60aine de religieuses, reste à Meaux, réduite à 22 sœurs durant la bataille de Lourdes en septembre 1914. Elles tiennent les ambulances du petit séminaire, aujourd'hui Sainte-Marie, et du grand séminaire, aujourd'hui Jean-Rose à Meaux. Évacuées par la Croix-Rouge à la fin du mois d'août 1914 pour mettre blessés et personnel à l'abri. Les premiers jours, elles n'ont ni médecin ni médicaments. Sur 1500 blessés soignés, seuls 2 meurent de leurs blessures. Ma sœur, je suis le sous-préfet, et je tiens à vous dire ma reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour notre ville. Je suis au courant et vous félicite, vous et vos sœurs. Avec rien, vous avez fait des merveilles. Merci. Petite sœur, ne pesez pas les mots. Ne voyez en moi qu'un être fragile qui a su pourtant vous admirer. Jamais un murmure n'est sorti de votre bouche. Et tout cela, m'avez-vous dit, c'est pour Dieu. Admirable parole. Comme j'ai été heureux de les entendre de votre bouche. Merci à vous. Vous m'avez rendu meilleur. Oui, je le crie bien haut. Tout en vous respire la grâce. Et c'est sur l'exemple donné que je cherche mon modèle. L'ambulance s'organisait admirablement. Les dévouements étaient sincères, la direction intelligente et active, les aides ne manquaient pas. Une nouvelle fraternité les rapprochait, le lien que créaient les mêmes angoisses et les mêmes douleurs. De chacune, maintenant, on savait l'histoire. Célébrer le dévouement des Augustines, de ces religieuses, confrontées aux horreurs de la guerre, c'est se rappeler des bienfaits de l'engagement vis-à-vis des plus faibles. Agir, secourir sont des témoignages forts de l'Évangile. De leur temps, les Augustines auraient pu choisir le repli. Les congrégations religieuses avaient été malmenées par une république triomphante. Elles ont, par leur engagement, rejoint le cortège des premières infirmières bénévoles de la Grande Guerre, surnommées les Anges Blancs, avec pour soutien une mission évangélique. Semer les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bons avis et les bons exemples, comme on sème le bon grain dans le cœur de ces soldats meurtris.